Alors, 2014, c'est l'année de la mémoire monumentale. Alors que nous commémorons les anniversaires du début de la Première Guerre mondiale, vous voyez ici l'installation énorme à Londres et l'anniversaire de la libération de Paris, l'anniversaire de la chute du mur de Berlin, maintenant aussi du génocide rwandais et bientôt aussi du génocide arménien. Le surgissement de violences nationalistes et ethniques donne à nouveau lieu à un deuil collectif et à de futurs actes de commémoration après cette année vraiment catastrophale qu'on était en train de passer. Cette année a également été marquée par l'ouverture de 2 grands musées mémoriaux. D'abord, comme vous voyez ici, le musée du 11 septembre à New York en mai, et la semaine dernière, à un autre grand musée, le musée de l'histoire des Juifs polonais à Varsovie. Ces 2 musées présentent vraiment des points communs. Leur caractère national, leur dimension impressionnante, leur financement mixte, public et privé, et leur emplacement sur des terrains mis à disposition par les villes de New York et de Varsovie. Mais si le premier commémore un événement ponctuel, les attaques du 11 septembre 2001 à New York et à Washington, le second retrace 1000 ans d'histoire juive polonaise dans l'ombre de sa destruction par le régime nazi. Ces 2 musées mémoriaux, construits sur un site central, font appel aux toutes dernières technologies muséologiques. Et donc, ils permettront aux chercheurs sur la mémoire d'analyser les stratégies par lesquelles transmettre la mémoire maintenant au XXIe siècle. Aux descendants des victimes et rescapés qui ont souvent des investissements conflictuels, mais aussi aux visiteurs qui n'ont aucun lien personnel avec les histoires qu'on y commémore. Bien que ces 2 musées aient des missions et des ambitions bien différentes, ils ont tous 2 été controversés et critiqués. Par exemple, on peut lire sur le site du musée du 11 septembre, et je cite, qu'il atteste du triomphe de la dignité sur la dépravation humaine et affirme un engagement sans faille à la valeur fondamentale de la vie humaine. Et les principes fondamentaux de ce musée qu'ils affichent sont mémoire, authenticité, dimension et émotion. Voilà les principes fondateurs. Construits sur le site même de la destruction, où sont encore, comme vous voyez ici, piégés les restes humains de nombreuses victimes non identifiées, le musée entend, et je cite, porter un témoignage solennel et honorer la mémoire des victimes et des sauveteurs. Son architecture colossale entend intensifier l'effet symbolique pour laisser une empreinte physique de la dévastation sur le visiteur. Nous suivons une sorte de trajectoire de découverte progressive en descendant. C'est une lente descente du rez-de-chaussée au soubassement pour atteindre le mur étanche de soutènement qui séparait les fondations des tours jumelles de la rivière. Le mur et les autres structures qui ont résisté à l'impact, la dernière colonne, l'arbre rescapé, les escaliers rescapés, que vous voyez ici, symbolisent la résilience et la persévérance. Ces éléments architecturaux du traumatisme et le design industriel brut du bâtiment sont censés déclencher de fortes réactions émotionnelles. Ces sentiments ainsi éveillés, peur et vulnérabilité d'un côté, résilience et détermination de l'autre, renforcent le patriotisme, voire le nationalisme. Mais ces émotions intenses et ces structures démesurées sont contrebalancées par l'intimité feutrée des histoires personnelles que nous y découvrons aussi sous forme de messages audio et d'objets du quotidien qui évoquent ces 3000 vies perdues. Bien que l'exposition historique du musée ait pour but d'expliquer les causes des attentats et de raconter le déroulement de cette journée et ce qui a suivi, ces leçons ne sont pas vraiment historiques. Rien ne nous est appris, précise le journaliste Adam Gopnik, sur les ambitions historiques du musée. Et il continue, nous ne pouvons pas réapprendre ce qui s'est passé,
nous ne pouvons que le revivre. Et c'est en fait le but des stratégies de ce musée. Les mots d'Alice Greenwald, qui est la directrice fondatrice du musée, mais qui, à l'époque, était conservatrice du musée de l'Holocauste à Washington, sont révélateurs. Et elle écrit « Le musée mémorial du 11 septembre nous amène dans un voyage au cœur de la mémoire comme agent de transformation et nous donne à tous les outils pour mieux comprendre ce que cela veut dire de vivre dans un monde interdépendant à l'aube du XXIe siècle. » Mais on se demande qui est ce « nous » qu'elle évoque ici. Et il me semble que ce « nous » qui est invité à comprendre en tant que membre de ce qu'elle appelle « communauté mondiale de témoignages » est nettement un citoyen américain exposé à une attaque externe, un sujet qui incarne ce que le musée imagine comme la vulnérabilité et la résilience spécifiquement américaine. Malgré l'hétérogénéité de son architecture, le récit du musée est remarquablement limité et homogène. We came in as individuals, we walk out together. Alors c'est l'idée de former une communauté qui est d'accord sur le récit que raconte le musée. Et ceci est vraiment remarquable parce qu'il y avait plusieurs équipes différentes qui ont envisagé de différentes parties du musée. Mais en fait, le récit que le musée raconte est extrêmement homogène. Il résiste aux interprétations divergentes et aux récits alternatifs ou élargis des événements du 11 septembre 2001 et de ce qui les a précédés et suivis. Le musée de l'histoire des Juifs polonais à Varsovie, lui aussi, cite la transformation comme objectif principal. Selon la directrice de l'équipe chargée de l'exposition permanente, Barbara Kirschenblatt-Gimblett, les musées peuvent être des agents de transformation. C'était vraiment son but. Ici, la transformation est une révision critique de l'histoire nationale qui a effacé 1000 ans de présence juive en Pologne. Le musée invente de nouvelles façons de raconter cette histoire multiple. Oui, des principes comme la mémoire, l'authenticité, la dimension, l'émotion peuvent aussi servir de guide, mais ici, l'intention est de faire revivre la vie disparue et non pas de raconter son extermination comme à New York. Comment donner la mesure de la destruction tout en racontant la présence qui l'a précédée et suivie? Voilà le défi de ce musée. Comment transformer la vision d'une nation, non pas en racontant son histoire, mais ses histoires, non à travers une seule voix, mais à travers plusieurs voix dissonantes. Les histoires des Polonais catholiques et des Juifs polonais ensemble, qui ne forment pas pour autant une histoire commune ou partagée. L'histoire de ce que Barbara Kirschenblatt-Gimblett appelle un engagement constructif, interrompu par un anéantissement massif, raconté à même les décombres. Le musée Pauline n'a pas vocation à être un musée de la Shoah. C'est ce que rappelle Barbara Kirschenblatt-Gimblett parce que, comme elle dit, la Pologne entière est un musée de la Shoah. Cette immense structure en verre qui jaillit au centre de Varsovie est synonyme d'ouverture, de confiance et d'espoir. Une monumentalité fragile qui rappelle sa vulnérabilité. Et en effet, tous les comptes rendus que j'ai pu lire ces derniers jours, parce que le musée vient d'ouvrir la semaine dernière, mettent le musée sous le signe de l'espoir. Et en fait, le bâtiment vient hier ou avant-hier de gagner un grand prix international d'architecture. Alors, pour le moment, c'est un grand succès, mais je ne peux pas vraiment commenter sur l'exposition permanente parce que je ne l'ai pas encore vue. Mais la question que tout cela pose est: les musées, les monuments mémoriaux peuvent-ils devenir des agents de transformation? Comme j'ai dit, il est trop tôt pour parler de Varsovie, mais une couverture récente de la revue du New Yorker, Memorial Plaza, qui se situe devant le musée du 11 septembre, le mémorial du 11 septembre, devrait nous inciter à réfléchir. Ces visiteurs sont-ils émus, touchés, engagés? Sont-ils transformés par ce qu'ils voient? Peut-être, mais en même temps, le témoignage est devenu une forme de commerce et de consommation. La mémoire se résume à une sortie en famille par un jour de beau temps.
Donc, mes remarques ce soir s'inscrivent dans le cadre de cette culture monumentalisée de la mémoire, caractéristique de notre moment historique. En réaction à l'association de la mémoire avec l'authenticité, la dimension et l'émotion, et son ancrage fixe dans l'histoire nationale et l'espace urbain, j'aimerais explorer la mobilité de la mémoire. Et je vous montre ici une œuvre que je vais discuter un peu plus tard. C'est un projet d'une artiste chinoise, Yin Zhuzhen, qui s'appelle Ville portable. Alors un peu de portabilité de la mémoire. Plus spécifiquement, je voudrais m'interroger sur la façon de mobiliser la mémoire et la post-mémoire vers un avenir qui se souvient des crimes passés sans se les approprier, sans en être paralysé et sans céder à des idéologies nationalistes ou ethnocentriques qui perpétuent une culture de peur et de déni, comme le musée du 11 septembre, je dirais. Par quel support, par quelle forme de présence et d'action, quelle stratégie esthétique, mémorielle, quel circuit, quel itinéraire est-il possible de transmettre la mémoire et la post-mémoire au-delà des cadres nationaux pour justement servir d'agent de transformation sociale et peut-être même politique, à même de remettre en question les histoires singulières et les imaginaires nationalistes au lieu de les réitérer? Comment cela peut-il être compatible avec l'enracinement de la mémoire dans un lieu et dans une époque spécifique? Bien qu'il s'agisse d'institutions fondamentalement nationales, ces deux musées monumentaux qui ouvrent leurs portes cette année s'inscrivent dans un réseau transnational d'institutions mémorielles. Et vous voyez ici les lieux de torture et d'incarcération en Argentine qui sont installés à Buenos Aires avec miroir à l'arrière-fond d'un monument de Berlin où sont nommés les camps de concentration allemands et polonais. Alors, vous voyez que la mémoire argentine s'inscrit dans un cadre transnational de la mémoire. Ça devient connaissable à travers la comparaison avec l'Allemagne, n'est-ce pas? C'est un monument de Marcelo Brodsky, qui est un artiste argentin. Alors, ce réseau transnational, que nous donne-t-il? Adam Gopnik parle à juste titre du musée du 11 septembre comme d'un musée de la Shoah, c'est ce qu'il dit dans son article. Tandis que Barbara Kirschenblatt-Kimblett souligne au contraire que le musée Pauline n'est pas un musée de la Shoah. Alors cela implique que nous sachions tous ce que c'est qu'un musée de la Shoah, que nous partagions un ensemble de motifs qui déterminent l'architecture censée correspondre à une catastrophe historique de grande ampleur. Les musées dédiés à la mémoire se multiplient à ce moment-ci. Ouverture de centres mémoriels à Kigali, à Phnom Penh, à Buenos Aires, et le musée argentin commémore à la fois les tortures et les disparitions sous la dictature dans le même espace que la guerre des Malouines. Alors, tentative intéressante. Et aussi des projets pour de nouveaux musées de la Shoah à Rome, à Amsterdam, à Budapest et à Santiago. Et Ramallah devrait accueillir un musée national palestinien. Alors, il y en a peut-être beaucoup d'autres, mais c'est ceux que j'ai remarqués à ce moment-ci. Alors, pourquoi tous ces musées? Quel est leur rôle dans notre présent? Les meilleurs d'entre eux prouvent que les imaginaires nationaux peuvent s'accommoder de récits multiples, voire divergents ou contradictoires. Bien sûr, les aspirations nationales s'inscrivent aussi dans des espaces-temps différents. Un musée palestinien de Ramallah n'est pas comparable au musée du 11 septembre à New York. Bien que les principes et éléments partagés par ces institutions contribuent à un tournant transnational ou transculturel dans les pratiques et les études mémorielles, leur caractère national montre à quel point le national persiste au sein du transnational. En outre, l'hégémonie de la culture du musée, comme support populaire de la mémoire, risque d'occulter d'autres moyens de transmission plus susceptibles de remettre en cause les thèmes nationaux et nationalistes dominants. Ces dernières années, les études de la mémoire, ce qu'aux États-Unis on appelle Memory Studies,
ont fait porter leur analyse sur des espaces transnationaux et transculturels. Certains affirment que la mémoire a toujours été en mouvement, ce que corrobore par exemple Astrid Erl, une chercheuse allemande, pour qui la nation ne devrait pas être considérée comme un récipient de la mémoire. Et récemment, des conférences, des revues, des livres, des articles et des projets de recherche ont défini une mobilité de la mémoire à l'aide de nouveaux termes comme mémoire cosmopolite, mémoire postcoloniale, multidirectionnelle, mondiale, globitale, c'est-à-dire le digital et global ensemble, comparative, connective. Permettez-moi par exemple de citer quelques titres de conférences auxquels j'ai participé pendant cette année. Et je les cite en anglais parce que tous les titres sont en anglais parce que les Memory Studies ont tendance de se passer en anglais. Mobilizing Memory for Change, Memories on the Move, Transnational Memory of the Holocaust, Memory Unbound, Cosmopolitanism and Transcultural Memories, Memory Without Borders. Alors vous voyez la direction, et ça c'est seulement cette année 2014. 2015, il y en a d'autres qui sont déjà projetés. Alors, les chercheurs ont tenté d'élaborer des approches qui seraient adaptées à cette mobilité des pratiques mémorielles. Et par exemple, l'historien Dirk Moses parle à ce propos d'une éthique de la transculturalité. Alors, il me semble que cette éthique faudrait, tout en tenant compte du caractère singulier des histoires locales, évite l'écueil d'un nationalisme et d'un ethnocentrisme récurrent au sein du transnational, de la tendance du monumental au sein du mobile. Il faudrait qu'elle laisse une place aux stratégies qui contestent la tendance de la mémoire à se figer de manière hégémonique. Il faudrait qu'elle ait recours à la connectivité plutôt qu'à la comparaison, à la solidarité, à l'accompagnement, au témoignage plutôt qu'à l'identification avec les victimes. Il faudrait qu'elle soit infléchie par la conscience si bien évoquée dans les derniers travaux de Michael Rothberg de notre statut en tant qu'artiste et chercheur de sujets impliqués. Alors, c'est cette question que j'aimerais soulever ce soir. Comment mobiliser la mémoire en vue d'un avenir transculturel capable de résister aux idéologies nationalistes? Je parlerai bientôt de cette œuvre de Meta Kupferming. Vous voyez les problèmes de la mobilité ici que je vais discuter tout à l'heure. Alors, d'abord, il faut demander de quoi est constituée la mobilité? Quelles sont les conditions de son existence? Judith Butler a récemment avancé que notre mobilité en tant que sujets sociaux dépend d'un soutien et de conditions matérielles, d'une architecture, d'une infrastructure qui nous soutiennent pour que nous puissions être mobiles. Durant et après un génocide, une guerre, une répression politique, durant les pertes individuelles et communes massives, ces conditions de soutien sont nécessairement compromises. Elles doivent donc être compensées, par exemple, par ces institutions géantes dédiées à la mémoire. À travers une approche critique féministe, moi, j'aimerais m'attarder ce soir sur d'autres moyens d'activer et de diffuser la mémoire et la post-mémoire, des pratiques esthétiques qui constituent de petits actes mémoriaux informels, provisoires, non hégémoniques, offrant des circuits qui me semblent alternatifs, des circuits de connectivité. Et je vais essayer d'expliquer. Dans son travail sur la culture migratoire, Mickey Ball affirme que l'art, et je cite, peut permettre de petits actes de résistance contre le statu quo dans le domaine du social, de petits actes de résistance. Et de même, Eve Sedgwick parle de ce qu'elle appelle middle ranges of agency, champs moyens d'intervention, on pourrait dire, qui constituent une alternative aux grands gestes réactifs et offre ce qu'elle appelle un espace à une créativité, un changement efficace. Et les artistes contemporains que j'aimerais discuter avec vous ce soir exploitent différents supports pour élaborer des stratégies mémorielles migratoires, anti-monumentales, à même de produire ce type de petite résistance. Résistance au langage nationaliste et ethnocentrique et à la monumentalisation, à la réification qu'ils produisent,
résistance à des formes faciles de consommation, d'empathie, d'identification, résistance au fait de répéter ou de réinscrire des structures qui ravivent la violence, et résistance enfin au fait d'activer un sentiment de vulnérabilité au profit de la protection et du déni. Car la vulnérabilité constitue un aspect essentiel de l'esthétique extraterritoriale de la mémoire que j'aimerais définir ici. Mais il ne s'agit pas d'une conception d'une vulnérabilité destinée à provoquer la peur ou le déni comme au musée à New York. Pour la théorie féministe, la vulnérabilité est un espace d'interconnexion face à des histoires enchevêtrées. Et récemment, j'ai travaillé sur ce concept de vulnérabilité comme moyen d'élargir les discours du traumatisme. C'est que j'ai ressenti une certaine frustration à constater la temporalité impitoyable du traumatisme et de la catastrophe, la répétition inexorable du passé dans le présent et l'avenir, la blessure qui ne peut se cicatriser et qui détruit un monde entier. J'ai essayé de réfléchir à la façon dont on pourrait rediriger le regard rétrospectif sur le traumatisme pour ouvrir d'autres temporalités, plus poreuses, plus tournées vers un avenir, au seuil d'autres réalités réimaginées. De penser par exemple à ce que Ayala Azoulay appelle une histoire potentielle, c'est-à-dire ce qui pourrait être ou ce qui aurait pu être, d'ouvrir d'autres chemins dans le passé et dans le futur. Sans oublier, par exemple, aussi la théorie queer, qui a redéfini la temporalité linéaire pour la remplacer par des formes de transmission latérale, contingente, non généalogique. En tant qu'espèce humaine, nous partageons tous une vulnérabilité commune due à notre enveloppe corporelle et temporelle. Mais n'oublions pas que la vulnérabilité est aussi créée et imposée de différentes manières au niveau social, politique et surtout aussi économique. Comme nous le savons bien, elle peut être mobilisée à de diverses fins politiques. Prendre acte de la vulnérabilité, à la fois partagée et produite, peut ouvrir un espace d'interconnexion, de sensibilité et de petite résistance. S'ouvrir à différentes histoires potentielles au lieu d'une seule histoire linéaire permettrait de faire cohabiter des vérités conflictuelles et ainsi amener à d'autres avenirs, voire à d'autres passés. Envisager la vulnérabilité comme une ouverture radicale à des possibilités surprenantes nous permettrait de l'engager de façon plus créative pour qu'elle soit un espace de travail et non pas uniquement un obstacle à surmonter. Et cela pourrait nous inspirer une éthique, une politique d'ouverture et de mobilité grâce auquel nous pouvons nous habituer aux besoins du passé dans le présent ainsi qu'à l'urgence du changement dans l'avenir. Quand j'ai introduit la notion de post-mémoire, il y a maintenant un petit moment, pour rendre compte des suites d'histoires catastrophiques, je pensais précisément à nos façons d'être sensibles, voire vulnérables, à ce que Susan Sontag a si bien appelé la douleur des autres. Qu'il s'agisse de nos parents ou de sujets plus distants dans le passé et dans le présent. La post-mémoire décrit la relation des générations postérieures ou des témoins contemporains distants au traumatisme personnel, collectif et culturel des autres, à des expériences qu'ils connaissent seulement à travers des histoires, des images, des comportements. Le contact avec le passé ou avec des atrocités lointaines est donc véhiculé par un investissement imaginaire, une projection et une création, par une formulation, pour reprendre le terme de Robert J. Lifton. Or, les pédagogies actuelles incitent les étudiants à réagir à la douleur des autres par l'identification, par la compassion, par l'empathie. Mais mes travaux sur la post-mémoire ont introduit une conscience plus distancée qui s'appuie sur une forme de solidarité qui se méfie d'une identification qui soit trop facile. Donc j'ai constaté que les pratiques artistiques et les rencontres esthétiques favorisent ce type de sensibilité. Et c'est ainsi qu'en m'interrogeant sur la façon dont la mémoire est transmise et reçue à travers les générations, j'en suis venue à la littérature et aux arts visuels. Quand nous lisons, quand nous regardons, quand nous écoutons,
nous devenons automatiquement sensibles, vulnérables, dans la mesure où nous sommes dans l'ouverture et l'imagination et que nous sommes conscients de notre propre complicité. Les stratégies esthétiques de la post-génération, donc, offrent des façons de réfléchir aux pratiques et aux processus de transmission. Elles favorisent et permettent l'adaptation et la responsabilité. Et si je dis responsabilité, je n'y pense pas au sens de culpabilité, mais à celui qu'on donne très justement la juriste Martha Menow, qui l'a défini comme une aptitude à répondre ou à réagir, responsabilité donc. Une réaction qui ouvre un espace entre passé et présent, entre soi et l'autre, et qui invite la solidarité. En outre, les œuvres artistiques, qu'elles soient visuelles, littéraires, acoustiques ou théâtrales, peuvent servir d'objets théoriques qui nous font réfléchir sur les vulnérabilités qu'elles éveillent en nous et la sensibilité qu'elles nous permettent de pratiquer. Pour l'historien de l'art Hubert Damisch, un objet théorique est, et je cite, quelque chose qui nous oblige à faire de la théorie et qui nous fournit aussi les moyens pour la faire, quelque chose qui nous incite à réfléchir à côté de l'objet ou à partir de l'objet. Et c'est dans cet esprit que j'aimerais présenter ce soir quelques œuvres d'art post-mémorielles qui me semblent illustrer une esthétique vulnérable et mobile et donc une politique de post-mémoire qui est anti-monumentale. Mettre ces œuvres et ces stratégies artistiques en contact, trouver des points communs entre artistes de contextes d'histoires très différentes, c'est justement concevoir une mémoire qui ne soit pas comparative, mais plutôt ce que j'appelle connective. Et bien sûr, il y a beaucoup d'exemples possibles d'œuvres d'art que je pourrais discuter et montrer. Et j'ai choisi 4 artistes pour ce soir, mais je suis en train de réfléchir à d'autres exemples. Et bien sûr, la littérature aussi nous fournit avec beaucoup d'exemples également. Alors, j'aimerais commencer par l'artiste que je vous ai déjà montré, En Camino, d'une artiste argentine, Mirta Kupfermench. Son œuvre, qui est réalisée en 2001, En Camino en route, illustre les conditions difficiles de la mobilité après la persécution et l'expulsion. Ces personnages essayent de se déplacer de gauche à droite, mais ils sont tirés vers l'arrière par les objets qu'ils portent. Arbres déracinés, maisons, objets domestiques, moulins, villages entiers. Ceci est encore plus frappant dans la version verticale en triptyque. Les arbres couvrent les 2 panneaux supérieurs et sous leur ombre, les personnages humains sont réduits, minuscules. Qui plus est, les personnages semblent flotter à différents niveaux. Ils n'ont pas de terrain solide, pas de soutien sous leurs pieds. Bien qu'un élan les pousse vers l'avant, ils sont ralentis par le poids de la mémoire et du passé dont ils ne semblent pas pouvoir se départir. Il leur manque de toute évidence le support matériel qui permettrait cette mobilité. Et j'aimerais passer pour un moment à une version animée de cette œuvre. Ça avance lentement. Voilà. Dans l'iconographie de Mirta Kupfermench consacrée à l'exil juif, les arbres déracinés représentent l'arrachement au foyer, une rupture violente dans la continuité, la généalogie et la génération. En puisant sa nourriture dans le sol, un arbre absorbe les connaissances du passé qu'il transporte dans l'avenir. Mais un arbre trop longtemps déraciné meurt, et avec lui disparaissent des générations d'histoire et de mémoire. Dans la gravure En Camino, et encore plus dans cette version animée qui a été réalisée en 2005, les humains se fondent aux arbres et deviennent eux-mêmes des archives incarnées de connaissances qu'ils tentent péniblement de transporter en avant. L'animation permet leur mouvement sans pourtant alléger le poids de la mémoire qu'ils continuent à porter, comme vous voyez. Les personnages marchent, courent et escaladent, leur dos chargé de valises, de sacs et d'arbres,
Ils flottent et sont propulsés sur différents niveaux qui ne se croisent pas. Ils se transforment en créatures mythiques, hybrides, en lettres hébraïques. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer de vidéo entière, mais vous verrez quelques-uns de ces aspects, je pense. Ils entrent et sortent de livres et de pages. Ils montent et descendent une colline, une règle. Ils émergent de la poche d'un manteau. Les signes hébraïques se multiplient, les Torahs avancent et reculent. Tandis que la gravure représente la mémoire comme un fardeau écrasant, la version animée est teintée d'un humour incongru, presque surréaliste. Une fantaisie qui allège le passé douloureux sans toutefois diminuer son poids. Or, ces personnages semblent piégés dans les pages et les gestes répétés d'un ancien scénario juif d'expulsion et d'exil. Une histoire qui semble écrite sur eux, pour eux et aussi contre eux. Le mouvement cyclique, notamment à la fin du film, que malheureusement vous n'allez pas voir ce soir, implique sa répétition perpétuelle. Mais à la vue de ces œuvres de ces lettres flottantes, tel un gribouillis d'un enfant, nous sommes aussi invités à imaginer des scénarios différents, dotés d'autres débuts et d'autres fins. L'artiste donne à ces personnages la forme de lettres il me semble qu'il est possible d'arranger et de réarranger. L'arrangement est provisoire, ce qui permet de mobiliser de multiples histoires potentielles au seuil d'avenir plus ouvert. Cette trajectoire récursive complique, voire interrompt, une temporalité généalogique où la perte est toujours suivie d'une tentative de récupération. C'est une esthétique évocatrice de petits gestes en miniature. Ces trajets de mémoire mythique court-circuitent les traditions nationales homogènes et les généalogies hétéronormatives au profit des réseaux diasporiques que l'on peut réimaginer. Kupfermink traite à la fois l'histoire et la philosophie juive récente et ancienne. Fille de rescapés de la Shoah, née dans leur refuge en Argentine, elle a étudié la Kabbale, elle a lu Borges et Hannah Arendt. Et dans ses œuvres, elle teste de différents supports innovants. Et je vais retourner à mon PowerPoint. OK. Ces personnages reviennent dans beaucoup de ses œuvres. Alors, certains de ces travaux s'inspirent de pratiques artisanales perpétuées par les femmes, comme la couture ou la broderie. Elle utilise ces techniques pour inscrire la mémoire à la surface même de la peau. Dans cette œuvre, Bordado en la piel de la memoria, brodée sur la peau de la mémoire, Kupfermink semble broder les fleurs et des feuilles à même les lignes de sa main. Mais l'aiguille et le fil qui pendent au coin de la paume transpercent le spectateur, le font trembler. La récupération et la transmission de pratiques traditionnelles, la texture du fil qui suture et connecte, ne suffisent toutefois pas à refermer la blessure perçante de l'aiguille. En transportant ces différentes formes de connaissances d'un endroit à l'autre, d'une génération à l'autre, le corps même devient un véhicule de la post-mémoire. Et pourtant, la candeur des jolies fleurs brodées en point que Fillette nous avons souvent appris à réaliser contraste avec cette blessure qui met si mal à l'aise. Je me demande si le décalage entre la pratique et le motif représenté ne sert pas à laisser un espace viscéral pour une réaction plus ouverte qui nous permettrait de relire les points de la broderie et d'y trouver une ouverture qui serait au-delà de la blessure. Alors, je vous laisse avec cette question. Et j'avance à ma prochaine artiste, Silvina de Mergerdician, qui mobilise la mémoire de la persécution dans de petits gestes de résistance, elle aussi. Elle aussi est argentine de naissance, c'est intéressant, mais elle est berlinoise d'adoption et elle est la petite fille de rescapés du génocide arménien. La post-mémoire de troisième génération est nécessairement véhiculée par des histoires et des objets dont elle a hérité, qu'ils soient personnels, familiaux,
intime ou au contraire public et collectif. Principalement consacrés à la mémoire de la vie arménienne face à la destruction, les projets de Silvina Demegerdician sont variés. Installations, photographies, vidéos, travaux sur papier, cartes, promenades guidées, performances. Son projet en ligne, par exemple, Hushamadian, cherche à reconstruire la vie citadine et rurale des Arméniens dans l'Empire ottoman. Et pourtant, je crois que l'esthétique de Silvina Demegerdician résiste à l'ethnonationalisme et à sa monumentalité. En plaçant certaines installations dans des lieux où en Turquie, où la population arménienne a été violemment éliminée, elle ne cherche pas à revendiquer ces lieux, mais à les relier sur une carte qu'elle crée. Alors, ce soir, j'aimerais parler en particulier de son œuvre qui s'appelle Série de tapis, la texture de l'identité. Il s'agit d'une série de collages brodés au crochet qui mélangent photos d'archives, timbres, papier d'identité à des tapisseries ou des couvertures, des cartes. Les images sont agrandies, imprimées, plastifiées, puis assemblées à l'aide de laine colorée crochetée. En associant des portraits de familles prises avant le génocide, l'artiste crée des tapis qui sont suspendus afin que les visiteurs puissent les contourner. Sous la lumière des projecteurs, ils deviennent translucides. Et comme vous voyez ici, dans une installation récente, une vidéo est projetée au fond d'une salle et on y voit le studio de l'artiste dans lequel des femmes apprennent à faire du crochet. Et l'intention ici est de mettre en avant la transmission post-mémorielle de la mémoire corporelle, de la pratique même du crochet, du tissage ou du tricotage. Et en même temps de redonner matière à une communauté, à un tissu social déchiré par le génocide. Dans la série des tapis, la mémoire a une texture. Mal intégrées au tapis, les photos bidimensionnelles s'ajustent les unes aux autres par les points de crochet lâches qui les assemblent. Il est clair que l'arrangement est provisoire et pourrait parfaitement être remanié. On voit autant des images individuelles soigneusement légendées que l'écrasante multiplicité des vies interrompues ou détruites. Le toucher est présent dans chaque partie de l'œuvre. On voit leurs marques sur les photos qui ont été manipulées, regardées, pliées, griffonnées. Et le crochet contient aussi la marque de la main de l'artisan. Et les installations elles-mêmes bougent au gré du mouvement et du toucher du visiteur. Alors, toucher partout. Et en invitant au toucher et en ouvrant un espace dans lequel nous autorisons aussi à ce que l'on nous touche, la texture de l'identité souligne la texture de la mémoire et par là évoque non seulement la perte et la nostalgie, mais un besoin de reconnaissance et de réparation. Pour Yves Sedgwick, le toucher réside précisément dans ces middle ranges of agency, ce champ moyen d'intervention qui peuvent provoquer le changement. Et elle écrit « Le sens du toucher n'a aucune signification en dehors de toute compréhension dualiste de l'activité et de la passivité. Toucher, c'est toujours considérer que d'autres personnes ou de forces naturelles l'ont fait avant nous. » Et voilà une autre installation. Dans une installation similaire, Fil rouge, la texture de la mémoire est réduite à des fils de laine rouge qui évoquent le son du génocide. Comme l'artiste l'explique dans une interview, elle a cherché de reconstruire la présence, mais aussi l'absence dans les histoires arméniennes qui n'ont plus ce fil rouge qui les structurerait. En raccommodant ainsi des mémoires collectives tout en préservant l'idée de la rupture, Silvina Demegerdician nous donne juste un fil et les simples textures d'une disparition. Elle nous invite à tisser nous-mêmes des histoires qui ouvriront la voie à un avenir transformé ou à une version différente de l'histoire. Alors, je passe maintenant à mon troisième artiste et au projet Ville portable de l'artiste chinoise Yin Zhuzhen, qui a débuté en 2001. C'est un autre projet mémoriel qui est anti-monumental et qui constitue une intervention urbaine. Yin construit des paysages urbains dans des valises ouvertes.
des bâtiments miniatures comparables à des jouets, sont faits de tissus, de boutons, d'autres objets recueillis auprès des gens parmi lesquels sont créées et présentées les œuvres. Elle en a créé beaucoup. Je n'ai pas vu Paris, mais il y a New York, Pékin, Melbourne, Tokyo, Düsseldorf. Si vous l'invitez à Paris, elle va sans doute faire une valise Paris. Pour ajouter à son travail l'engagement tactile et visuel du visiteur, chaque valise s'accompagne d'une bande-son enregistrée dans les espaces publics de la ville concernée. Et chaque valise est percée d'un petit trou par lequel le visiteur peut consulter à travers une loupe un plan de la ville déplié au fond de la valise. La première fois que j'ai eu l'idée des valises, c'était à l'aéroport, en voyant les rangées de bagages, explique l'artiste. Donc, en voyageant et en voyant les valises rouler à l'aéroport, elle s'est dit que, je cite, « chaque valise était comme une mini-maison ». Une réaction astucieuse au tumulte de la mondialisation qui crée des paysages urbains homogènes, réduits à de simples repères facilement identifiables. Les villes portables sont des sites de mémoire et de post-mémoire qui portent l'empreinte corporelle de ceux qui ont porté et touché les vêtements et les objets avec lesquels Yin fabrique ses valises. Je crois que les vêtements, c'est notre seconde peau, dit l'artiste. Et en assemblant les expériences de ces gens à travers leurs vieux vêtements et en rendant des bâtiments, des ponts, des parcs et des squares en forme miniature, Yin croit créer ce qu'elle appelle un inconscient collectif. Pour Philippe Vergne, la mémoire devient un objet critique dans l'œuvre de Yin. Or, les villes portables et ses autres travaux réalisés à partir de matériaux recyclés prennent le contre-pied de notre société mondialisée, de son rejet de modes de vie traditionnels et du trafic constant qui les caractérise. Yin présente ses installations dans les aéroports et les toilettes publiques où elle reconfigure les technologies dures de la mondialisation. Elle fabrique en tissu les armes, des tours de télévision, des avions, des moteurs, des voitures et des bus et les installe dans des espaces publics. Et ce qu'elle veut faire est justement leur ajouter la douceur du coton, de la laine et de la soie. Il s'agit donc vraiment d'une petite résistance et d'une pratique de mémorialisation, puisque l'artiste transforme des objets du passé, leur insuffle une nouvelle vie et de nouveaux sens, et leur fait porter de multiples souvenirs vers un avenir qui est en train de tout oublier dans sa course effrénée. Elle veut interrompre ce travail de l'oubli. Si les villes sont des espaces de transformation et de renouvellement par excellence, elles sont aussi des sites de mémoire et de commémoration. Dans l'œuvre de Yin, même les mégapoles deviennent petites, manœuvrables et portables. Dans les galeries d'art, les villes que Yin a construites sont reliées par des fils bleus, voilà, sur une grande carte fixée au mur. Ainsi, elles forment un réseau de contacts, un réseau en flux constant à mesure que de nouveaux points nodaux apparaissent sur ces routes. Bien que portables, les villes n'en sont pas moins fixées sur une grande carte, mobiles et en même temps clouées au mur. Elles ne réussissent quand même pas à restructurer la géopolitique de la mondialisation. Au lieu d'attacher la mémoire à un site, les villes portables font voyager des sites et des monuments mémoriels, ce qui permet de réactiver le souvenir au gré de leur déplacement et aussi d'activer des réseaux de connectivité transnationale et mondiale. Yin a recours à une esthétique de la vulnérabilité qui miniaturise les détails de la vie quotidienne pour nous permettre d'y accéder à petite échelle et de nous distancier de leur monumentalité. Comparons ces villes-valises aux valises trop lourdes de Meta Kupfermink. Les valises de Yin, posées sur le sol d'une galerie ou d'un musée, remplies de bâtiments et de sites miniatures, semblent légères et compactes. Leur contenu peut être reconverti, recyclé ou jeté. Ces souvenirs ne semblent pas plombés par le traumatisme de l'expulsion. Une mémoire corporelle survit à travers les points délicats qui servent à assembler ces miniatures, transportées d'un pays à l'autre sur des routes de déplacement et de renouveau. Les petites résistances, la mobilité, la portabilité
galvanise un mouvement vers l'avant qui rappelle les espoirs et les déceptions individuelles et collectives, sans en faire un encombrement excessif. Les musées dédiés à la mémoire, surtout quand ils sont construits sur les sites même de destruction, occupent un grand espace pour attirer l'attention sur la perte et pour la compenser. En affirmant des récits nationaux hégémoniques dans le présent, ils figent la mémoire et lui enlèvent son évanescence. Par contre, les pratiques mémorielles que je viens de présenter, on pourrait en parler d'autres, partent à un acte de réparation, mais pas de restitution, pas de revendication. Elles intègrent les imprécisions de la mémoire et ses blessures, mais en même temps, elles nous permettent d'imaginer d'autres trajets historiques moins encombrantes. En fournissant le soutien nécessaire au corps pour avancer et en favorisant une sensibilité réceptive à travers la création, le jeu et même l'humour, ces artistes résistent à la monumentalité que la mémoire a acquise dans notre présent tumultueux, une monumentalité qui nous immobilise. Alors je vais terminer j'aimerais conclure sur le travail d'une autre très jeune artiste, étudiante à l'Université de Columbia, qui prépare un projet de fin d'études qui s'intitule « Carry That Weight », ce poids à porter. Ce poids à porter. Combien d'entre vous ont déjà vu ces images de Emma Sulkovic? Personne. Ils circulent sur l'Internet d'une manière incroyable. OK? Pardon? Oui, Emma Sulkovic. OK? Et c'est une étudiante à Columbia qui est, pendant toute cette année scolaire, en train d'arpenter le campus de l'université, le matelas de sa chambre universitaire sur le dos. Ceci pour protester contre la réaction inappropriée de l'université à ces accusations de viol à l'encontre d'un étudiant du même établissement. Donc, inversant le sens honteux de sa victimisation, et celle d'innombrables femmes avant et après elle, et affichant un crime qui reste généralement privé et tue, elle a décidé de porter le matelas jusqu'à ce que son agresseur soit renvoyé de l'université. Et c'est très lourd, vous savez. Le petit acte de résistance de Sulkovic est simple, mais il est très ambitieux, il me semble. Plus qu'une simple reconnaissance, il exige la restitution et la justice. Dans un acte qui rappelle la figure du Christ, disons, ou de Hester Prynne, l'héroïne du roman La lettre écarlate, Sulkovic porte le poids traumatisant de sa violente humiliation pour mobiliser un mouvement contre les agressions sexuelles sur les campus universitaires américains et contre les politiques des universités qui banalisent la violence sexuelle. Et de fait, quelques semaines plus tard, elle n'est plus seule à porter le matelas. D'autres étudiants solidaires dans la co-résistance l'ont rejointe et de nombreux autres étudiants ont déposé leur matelas au milieu du campus pour se joindre aux protestations. Ces femmes refusent d'être immobilisées par une mémoire douloureuse. Elles ont bouleversé l'ordre universitaire en mettant leur chambre d'étudiantes privées sur la place publique devant ceux qui avaient ignoré la violence qu'elles ont subie, et ainsi ils ont interrompu et réorienté le fonctionnement quotidien de l'université. Par exemple, le président de Columbia a dit qu'il a passé plus de temps sur Emma Sulkovic que sur beaucoup de son travail qu'il doit faire. Elle a vraiment occupé tout le monde. Donc, même si la suite de ce projet et son efficacité restent à déterminer, il me semble que Emma Sulkovic a d'ores et déjà réussi à mobiliser la mémoire pour provoquer un changement. Alors, je vous remercie de votre attention.